Bonjour Étienne Klein, nous sommes très Bonjour. heureux de vous rencontrer ici à Tel Aviv. Vous avez été invité par l'Institut français pour donner une conférence sur l'infiniment petit et ce qu'il peut nous apprendre. C'était une conférence passionnante mais trop courte hélas. C'était une vingtaine de minutes. Vous êtes donc chercheur, physicien, enseignant. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la physique. Et en particulier, un ouvrage le seul ouvrage que j'avoue avoir lu de vous pour l'instant, c'est Étienne Klein en cherchant Majorana, donc ce physicien mystérieux italien génial et qui a disparu. On est là dans l'hôtel Lily and Bloom, hein, ils nous accueillent, donc on leur fait un peu de pub. Et, et voilà. Et vous avez commencé votre conférence à l'Institut français en disant que les physiciens partent d'une hypothèse selon laquelle les lois de la physique sont constantes. Alors, pourquoi cette hypothèse? Alors, en effet, la physique, depuis Newton, élabore des lois physiques, et on remarque que ces lois physiques ne dépendent pas du temps. Cela se voit par le fait que, par exemple, si on prend les équations de Newton, les plus basiques, par exemple l'équation fondamentale de la dynamique, dans cette équation, il y a le paramètre t qui intervient, et ce paramètre a un statut qui ne dépend pas de t. C'est-à-dire qu'implicitement, on suppose que cette loi est vraie pour tous les instants du temps. Elle est vraie aujourd'hui. Si je fais tomber un objet, il va tomber sur une certaine trajectoire. Si je le fais tomber demain, ça sera la même trajectoire. Et si je l'avais fait tomber il y a 10 000 ans, c'eût été la même trajectoire. Donc, dans le statut mathématique de la variable qui désigne le temps, il y a déjà inscrite l'idée que la loi ne dépend pas du temps. Et donc, les lois physiques n'ont pas évolué à mesure que l'univers lui-même a évolué. Je pense que c'est une idée évidemment métaphysique, qu'on peut argumenter autrement que par la métaphysique, par la physique, mais c'est aussi une idée qu'on a tous dans la tête. Par exemple, si demain matin vous appuyez sur le bouton de votre four à micro-ondes et constatez qu'il est en panne, vous direz il est en panne. Alors que vous pourriez imaginer que dans la nuit, les lois physiques qui ont permis à des ingénieurs de le concevoir aient changé. C'est une idée qui ne nous vient jamais à l'esprit. Ça veut bien dire que nous pensons que les lois du monde non pas sont éternelles, parce qu'on ne sait pas si le monde lui-même l'est, mais en tout cas n'évolue pas à mesure que l'univers lui-même évolue. Et donc ce qu'on a compris, c'est qu'en effet, dans un passé très lointain, l'univers était différent, plus chaud, plus dense, etc. Mais il était différent, non pas parce que les lois étaient différentes, mais parce que les conditions physiques, température, densité d'énergie, étaient différentes. Et une grande mathématicienne allemande qui s'appelle Emmy Noether a démontré en 1918 un théorème qui a été salué par Einstein comme un monument de la pensée mathématique. Elle a montré que le seul fait de supposer que les lois physiques ne changent pas au cours du temps a comme implication la conservation de l'énergie. Donc la conservation de l'énergie, au lieu d'être une loi qui tombe du ciel, peut être dérivée de ce principe fondamental. D'accord. Vous dites qu'à notre échelle aussi, on ressent cette idée finalement que ces lois ne changent pas, mais effectivement à une grande échelle, par exemple de l'origine de l'univers. Alors, Moi, je ne me prononce pas pour des zones dans l'histoire de l'univers auxquelles nous n'avons pas accès, ni par les équations, parce que nous ne connaissons pas une théorie unifiée de toutes les forces, ni par l'expérience, parce que nous sommes limités par l'énergie dont nous disposons dans les laboratoires. Donc, quand je dis que les lois ne changent pas, je veux dire après ce qu'on appelle le mur de Planck. Là, on est à peu près confiant dans le fait qu'elle ne change pas. En revanche, avant, il a pu se passer des choses, notamment dans la structure même de l'espace-temps, qui font que l'idée même de parler d'invariance n'a plus de sens. Et même de temps n'a plus de sens. Donc, mais est-ce qu'il y a quand même des physiciens qui travaillent sur des hypothèses différentes, le changement des constantes? il y a des physiciens qui regardent ça, en effet, qui regardent ce qui resterait de la relativité. Einstein, si on imaginait que la vitesse de la lumière a pu varier, par exemple, quelles seraient les conséquences, est-ce qu'elle serait observable, etc. Donc, en effet, des gens regardent cela. Mais le point important, c'est que aucune expérience aujourd'hui n'a eu besoin, pour être interprétée, d'imaginer une variation des lois physiques. Alors, nous sommes en compagnie d'un ami, Serge Kazavitch, qui est mathématicien et qui s'intéresse beaucoup à vos travaux. Serge, tu as une question? Oui, alors je vais vous poser une question. Dans un certain nombre de vos conférences, vous
pour rappeler l'expérience de Galilée sur la chute des corps. Vous expliquez comment il aboutit à la conclusion à décrire la chute des corps uniquement finalement par la logique, quoi. C'est-à-dire qu'il a eu absolument besoin d'aucune expérience physique. Alors ce que je voulais vous poser la question, c'est une question classique, mais j'aimerais bien savoir quelle est votre réponse, conception. C'est quel est ce qu'on appelait, selon les termes de Wiener, si je me rappelle, l'incroyable efficacité des mathématiques en physique. Alors, en effet, moi je pense qu'il y a une question fondamentale en amont de celle des mathématiques, c'est est-ce que notre cerveau, de par son propre travail sur lui-même et contre lui-même parfois, parce que souvent faire de la science, que ce soit des mathématiques ou de la physique, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire c'est découvrir des théorèmes, par exemple pour les mathématiques, ou des lois qui contredisent l'intuition, l'observation, etc. Mais est-ce que le cerveau a seulement besoin d'exercer un travail critique contre sa propre pensée pour découvrir le vrai, ou bien est-ce qu'il y a besoin du monde extérieur? Einstein, il pensait, lui, que le cerveau était autonome, il pouvait produire du vrai par sa seule activité, d'où les expériences de pensée, comme celle de Galilée, ou celle que Einstein lui-même a élaborée. Et ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on a besoin du réel pour penser le réel? Ou est-ce que le cerveau contient finalement en lui-même, de façon cachée, les lois physiques? Alors maintenant, l'efficacité des mathématiques en physique, en effet, Wigner a écrit un papier en 64 où il parle d'une déraisonnable efficacité des mathématiques en physique. Le mot déraisonnable est mal traduit en fait, parce que le mot anglais c'est unreasonable, ça veut dire il n'y a pas d'argument, ça ne veut pas dire que ce soit fou de le faire. Bon. Mais évidemment il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Ça renvoie d'ailleurs au texte de Galilée dans lequel il dit sans les mathématiques, il serait humainement impossible de comprendre un seul mot de la nature. Que veut dire humainement? Est-ce que ça veut dire que les langages mathématiques sont des langages produits par l'humain avec lesquels nous interrogeons la nature, nous l'obligeons à parler des mathématiques en quelque sorte, ou bien est-ce que les mathématiques sont du côté de la nature et nous, humains, devons les apprendre pour pouvoir entrer en dialogue avec elles? Ça, c'est une grande question. Mais pour répondre rapidement à votre question, qui est énorme, moi je dirais la chose suivante. Paul Dirac, grand physicien, s'est intéressé à cette question. Avant même d'épouser la sœur de Wigner. Il a été le beau-frère de Wigner, donc je pense qu'ensemble ils ont dû pas mal évoquer la question. Et en 1938, Dirac a publié un article dans lequel il dit que les physiciens devraient prêter attention, davantage attention, au fait que quand ils choisissent de faire des mathématiques en physique, ils utilisent toujours des formalismes qui proposent beaucoup d'invariants, justement. Il y a des structures, des nombres, des classes d'équivalence, des groupes, etc., qui permettent, lorsqu'on fait une transformation sur un système physique, de retomber sur ses pieds. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ont été laissées identiques à elles-mêmes. Et donc cette remarque est très profonde parce qu'elle dit que les mathématiques des physiciens ne sont pas toutes les mathématiques. C'est une partie des mathématiques qui sont justement capables de produire ou de proposer des structures invariantes. Or, il y a une anecdote que je raconte souvent, qui est rapportée par Paoli, un autre père fondateur de la physique quantique, c'est l'histoire des moutons. Dirac était connu pour son laconisme. Il parlait très peu, et donc les gens hésitaient à lui adresser la parole. Et un jour, Paoli, qui est en face de Dirac dans un train, raconte qu'il a saisi l'occasion qui lui a été donnée lorsque le train a traversé une prairie dans laquelle des moutons étaient en train de paître. Il dit à Dirac, regardez, Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Dirac regarde, revient vers Paoli et lui dit, oui, au moins de ce côté-ci. Ça veut dire qu'il avait compris que lorsque nous regardons un mouton, partiellement, nous n'hésitons pas à conclure, à partir de ce que nous voyons, à une propriété intégrale du mouton. Nous voyons qu'il est tondu de ce côté-ci, nous en déduisons qu'il est tondu tout court. Ce qui veut dire que notre vision est un processus actif qui nous fait conclure généralement à partir d'un point de vue particulier. Bon. Et si on ajoute à cela des travaux qui ont été menés par un biologiste qui s'appelle Luc Florac en Hollande, qui a montré que la vision, notre vision, c'est pas du tout un mécanisme passif. Voir quelque chose, c'est provoquer une activité cérébrale extrêmement importante qui mobilise précisément de l'invariance. C'est-à-dire à partir d'un point de vue partiel sur un objet, je vois un verre, je dis c'est un verre.
Alors qu'il faudrait que j'en fasse le tour pour vérifier qu'il ne disparaît pas dès lors que je change mon point de vue sur lui. Donc si on met tout ça ensemble, on peut proposer, non pas une explication, mais une sorte d'hypothèse pour le coup, qui est que nous utilisons des mathématiques en physique, riches en invariants, de façon à prolonger dans le domaine de l'invisible, qu'il soit très grand ou très petit, le mécanisme opératoire de notre vision ordinaire. C'est-à-dire que cela nous permet de repérer des éléments de réalité, invisibles à l'œil, mais que des structures qui les décrivent de façon invariante permettent de saisir. Vous êtes donc un scientifique de haut niveau, mais vous êtes aussi un enseignant et on veut dire un vulgarisateur de physique. On peut voir nombre de vos conférences sur Internet. Alors je voulais savoir, selon vous, quel est l'intérêt de diffuser la physique au plus grand nombre? L'intérêt, moi je pense que bon, oui, bien sûr, il y a un intérêt pédagogique, éducatif. Moi je pense que la connaissance a de la valeur. Elle a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle est indépendante des applications qu'elle peut avoir. Nous avons des objets technologiques très sophistiqués, votre caméra, votre téléphone sont des objets incroyables. Mais leur usage est devenu tellement facile que nous pouvons avoir avec eux un rapport quasi magique, c'est-à-dire cet objet, c'est un objet d'une complexité extraordinaire pour lequel il n'y a pas besoin de mode d'emploi ou de notice. C'est quand même incroyable. La première machine à laver qu'ont acheté mes parents, je m'en souviens, il y avait un mode d'emploi qui était épais comme un bottin. Sans aller jusque-là, la lumière, le monde matériel est extraordinaire. Donc moi je voudrais que nous n'ayons pas un rapport trop magique avec les objets technologiques et que nous connaissions un peu les principes qui les rendent possibles. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous avons tous beaucoup de connaissances scientifiques. Même les gens qui n'ont pas fait de science savent que la Terre est ronde et non pas plate, ils savent qu'elle tourne autour du Soleil, ils savent, je pense, que l'univers est en expansion. Mais ils ne savent pas dire comment on a su cela. Mes étudiants, par exemple, qui sont des scientifiques, quand on leur demande comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde, beaucoup croient que c'est Galilée qui l'a démontré, alors qu'en fait c'est beaucoup plus ancien. Quand Magellan fait le tour du monde, il sait que la Terre est ronde. Et donc, je pense qu'une partie de mon travail, ça consiste à expliquer aux gens comment, dans l'histoire des idées, les connaissances que nous avons ont acquis le statut de connaissance, et non pas seulement d'hypothèse ou de croyance. Et ça me semble fondamental, surtout en France. Je ne sais pas comment sont les choses en Israël, mais en France, il y a quand même une compétition entre les croyances et les connaissances. Et je pense que si nous ne connaissons pas ce qui a fait que nos connaissances sont devenues nos connaissances, nous allons les traiter comme des croyances. Et du coup, ça va induire une sorte de relativisme cognitif qui empêche que s'organise de véritables débats sur ce qu'on peut faire de la science. Est-ce qu'on doit faire des centrales nucléaires, des OGM? Ça, c'est des questions qu'il faut bien débattre. Et pour les débattre, il faut avoir des connaissances et ensuite voir comment... voilà. Donc et en plus, c'est passionnant, non? Enfin, moi, je trouve que Oui, c'est passionnant. c'est passionnant. Donc tout ça mis ensemble devrait faire que cette démarche devrait être facile à suivre. Alors quel est votre secret? Dites-nous votre secret, parce que vous êtes capable d'enseigner aussi bien à des doctorants qu'à des chercheurs, qu'à des élèves de secondaire. Enfin, vous vous adaptez à votre public de façon incroyable. Mais moi, je vais vous faire un aveu que je n'ai jamais dit à personne, mais j'étais bon élève, moi. Mais je comprenais rien à ce que disaient les profs. J'étais capable de répéter, de faire les exercices, j'avais de très bonnes notes, mais au fond, je ne comprenais pas. Et c'est quand je suis devenu moi-même enseignant, c'est en préparant mes cours, terrorisé que j'étais à l'idée qu'on me pose une question à laquelle je ne sache pas répondre, que j'ai refait l'histoire. J'ai refait l'histoire. Par exemple, ce que j'ai raconté l'autre jour. Je l'ai dit à la conférence ici à Tel Aviv, mais je l'ai dit à votre micro il y a quelques minutes. Le fait que le paramètre T des équations ne dépend pas du temps. C'est un truc fondamental. On ne me l'a jamais dit. On ne m'a jamais invité à réfléchir à cela. Comme si ça tombait du ciel. Alors c'est pas tombé du ciel. Et donc le fait de réinterroger ce qui nous paraît évident, non pas parce que ça tombe du ciel, mais parce qu'on n'y a jamais réfléchi,
Or, vous avez remarqué que les choses auxquelles on n'a jamais réfléchi sont toujours évidentes. C'est quand on y réfléchit qu'elles deviennent complexes. Voilà. Moi, c'est une démarche qui m'a conduit à énormément travailler. En fait, c'est l'histoire, la philosophie, les équations elles-mêmes, pour essayer de deviner ce qu'elle dirait si elle pouvait parler. Et donc, c'est pas un secret, c'est juste du travail. Bon, il y a une question que j'hésite à vous poser, mais bon, je me lance quand même. C'est et Dieu dans tout ça. Vous avez parlé de la place des croyances face à l'étude, justement. Est-ce que finalement Dieu, c'est une hypothèse uniquement, ou bien est-ce qu'on peut parler de Dieu aussi en physique? Disons que moi je n'aime pas trop répondre à ces questions parce que Dieu, quand on l'entend comme ça, c'est d'abord un mot qui a des acceptions extrêmement différentes, et d'ailleurs on se fait la guerre parfois au nom de... Voilà, donc j'évite moi d'en parler de façon rapide, sachant que c'est un sujet qui demande beaucoup de précision dans la façon de l'approcher. Par exemple, qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est le Dieu de Spinoza qui est plutôt inscrit dans les lois physiques? Moi, je combats, disons, les discours naïfs sur Dieu. Par exemple, quand on dit Dieu a créé le monde, on produit un énoncé qui mérite d'être interrogé, parce que quel est le statut de Dieu par rapport au monde? Est-ce qu'il est dedans au sens où il serait immanent, ou est-ce qu'il est transcendant? Enfin, voilà, ça demande un peu d'élaboration. Donc, pour répondre de façon peut-être plus concrète, moi je crois que notre vie individuelle a un sens. Voilà. La question qui reste ouverte pour moi, c'est est-ce que ce sens, qui me paraît indiscutable, vient de nous? Autrement dit, est-ce que c'est à nous de l'élaborer par le fait qu'on se trouverait une mission ou un rôle à jouer dans le monde? Ou est-ce que c'est un sens qui est cosmiquement inscrit? Voilà. Et cette question, pour moi, elle est ouverte. Voilà, elle est ouverte. Il y a des jours où j'y réponds dans un certain sens, et d'autres jours où j'y réponds dans un autre sens. Autrement dit, j'ai un état d'esprit vis-à-vis de la question de Dieu qui est pas cohérent, je l'admets, qui est empreint de scepticisme, donc d'ouverture. Est-ce que la fameuse phrase d'Einstein, il n'est pas possible que Dieu joue avec les dés, vous parle? Dieu, quand il pas Dieu, mais Einstein, quand il parle de Dieu, il l'appelle Das Herrgott. Herrgott, c'est le Monsieur Gott. Donc, je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, que quand il parle de Dieu, il parle du Dieu de Spinoza. C'est-à-dire, c'est la nature, c'est les lois physiques, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et donc, il pensait simplement que une loi physique, une théorie physique, ne doit pas laisser de place au hasard dans ses principes. Elle peut laisser place au hasard dans ses procédures. Par exemple, la physique statistique utilise le hasard qui est lié à notre méconnaissance des détails fins d'un système. C'est pas un hasard fondamental, c'est un hasard lié au fait que nous ne connaissons pas tout. Un mouvement de dés n'est pas mu par le hasard. Il est parfaitement déterminé, mais comme on ne sait pas calculer ou prédire sa position finale, on dit c'est du hasard. Mais c'est un hasard qui est la manifestation d'un déterminisme. Alors voilà, exactement. L'interprétation orthodoxe de la physique quantique laisse place à un hasard fondamental qui n'est pas lié à une méconnaissance du système, mais qui est intrinsèque à la nature. Et ça, Einstein ne l'acceptait pas. Vous voyez que c'est un Dieu très différent de ce... oui, enfin de celui qui édicte des lois humaines, si vous voulez. Oui, non, moi je vais poser une question, revenir à la physique quantique, mais non, je fais juste une remarque en passant qu'il y a des philosophes qui parlent beaucoup du côté transcendantal de Dieu dans le judaïsme, dont Maïmonide, quoi, avec tout le bagage philosophique. Enfin bon, depuis ça a encore progressé, mais pour moi, l'idée de Dieu va de pair avec l'idée de transcendance. Il y a un Dieu qui serait purement immanent, au sens de Spinoza d'ailleurs. On l'appelle Dieu, mais on pourrait l'appeler autrement. Autrement dit, la seule façon de ne pas trouver de synonyme au mot Dieu est de lui accorder un statut transcendant. S'il est dans le monde, alors il peut être dit avec les instruments du monde et il perd sa divinité, à mon avis. Transcendant, on peut pas en parler parce qu'il est au-delà de nous. Disons qu'il est difficile d'en parler en effet.
Oui, c'est la théologie négative. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, ce dont je voulais vous parler, c'est bon, je sais que vous aimez bien la physique quantique. Et en fait, je voulais vous demander, bon, il y a plusieurs interprétations de la physique quantique, Bohr, Copenhague, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend de plus en plus vers à dire que les probabilités sont intrinsèques, quoi, à la description des phénomènes quantiques. Je voulais savoir, bon, en fait, ce que vous pensez, quoi. Quelle est votre grille d'interprétation? Mais écoutez, c'est un débat extraordinaire, hein, le débat quantique. Quand vous dites j'aime ça, c'est pas que j'aime ça, c'est vraiment passionnant, quoi. Non, mais si j'en fais, c'est pas parce que je l'aime, c'est parce que ça marche. Ensuite, ce débat sur le statut du hasard, vous savez que ça a été la grande controverse entre Einstein et Bohr, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce débat qui était philosophique entre ces deux grands physiciens a été tranché par l'expérience, avec la non-séparabilité mise en évidence dans les années 80. Donc là, vous avez quand même un débat philosophique sur ce qu'on doit attendre de la physique qui est tranché par une expérience. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et des portes ont été fermées. Et alors, les portes fermées, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est les théories à variables cachées locales. On ne peut plus les utiliser parce qu'elles sont invalidées par un test qui a été crucial. Bon. Maintenant, il reste d'autres trucs. Du coup, l'interprétation classique, orthodoxe, réduction du paquet d'ondes demeure valide, ou bien il faut en passer par des univers parallèles à la Everett, etc. Donc, en tout cas, le résultat des courses, c'est que les expériences qui ont été faites nous obligent à penser des idées à propos de la mécanique quantique qui sont assez extraordinaires et dont il n'existe pas d'analogie dans la vie quotidienne. Voilà. Et ce seul constat suffit à faire mon bonheur intellectuel. Bon, une dernière question. On a parlé avant de commencer l'interview d'une controverse au sujet des rapports d'Einstein et de Poincaré. Certains disent que Einstein aurait volé les formules de la relativité à Poincaré sans le citer dans ses papiers. Et que ce serait pour ça qu'Einstein n'ait pas reçu le prix Nobel dès 1905. Alors, quel est votre avis sur la question ? Mon avis, c'est qu'Einstein est le véritable père de la relativité. Dans sa phase finale, la relativité, c'est une fusée à plusieurs étages. Il y a des étages qui ont été produits par Poincaré, d'autres par Lorentz. Les équations de la relativité restreinte n'ont pas été inventées par Einstein, ça c'est clair. Par contre, il en a fourni la bonne interprétation. Or, une théorie physique, c'est pas simplement un jeu de formules, c'est aussi une interprétation physique de ces formules. Et là-dessus, la paternité d'Einstein ne fait aucun doute. Dire cela, ça n'est rien retiré à Poincaré, qui était un génie. Ça n'est rien retiré à Lorentz, qui était un génie. Pourquoi il ne l'a pas cité alors dans son papier ? Mais il ne l'a pas cité parce qu'il y a deux façons de comprendre. La première, c'est que son papier était rédigé un peu comme un brevet. Et dans un brevet, on ne met pas de bibliographie. Et l'autre chose, c'est que Einstein était en dehors du monde académique. Il était ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Toutes les universités avaient refusé sa candidature. Et donc je pense qu'il n'avait pas trop envie de jouer le jeu académique et plutôt jouer les outsiders. Ça lui a bien réussi alors finalement. Oui, et puis bon, il ne faut pas trop insister sur cette polémique parce que même si vous retirez la relativité restreinte à l'œuvre d'Einstein, il reste l'essentiel. Étienne Klein, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci.